Je pense qu'on va commencer maintenant. Écoutez, un grand merci pour votre présence. Donc, on va passer une petite après-midi ensemble et on va parler de nouvelles architectures, que ce soit logicielles, web et matériel. Et on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on entend par tout cela. Donc, moi, je suis François Tonic, hein, du magazine Programmé. Et je vais être un petit peu le gentil organisateur de la journée. Et on va essayer de ne pas raconter trop de bêtises malgré mes 5 minutes d'intervention. Donc, le thème de cet après-midi, ce sont les nouvelles architectures. Et comme beaucoup d'entre vous, je suis évidemment un partisan de l'Empire, hein, parce que il en faut quand même. Donc, la DEFCON 2, donc c'est la deuxième édition. La première, on l'a faite mi-juin dernier chez nos amis de Microsoft. Et ça parlait de Windows 10 IoT et des objets connectés en général. Alors, cette édition, on a eu 160 inscrits sur le site. On a 2 salles, et je remercie évidemment l'école 42 pour son accueil et pour la partie logistique. On va avoir 2 plénières, donc celle-ci, et en fin d'après-midi, 4 sessions, 2 sessions parallèles, une ici, enfin 2 sessions qui vont se dérouler ici, 2 autres sessions dans la salle à côté où vous avez pris le café il y a quelques minutes. On va avoir une question générale enfin une session de questions-réponses qui va se dérouler ici après les sessions. Et enfin, on va finir par une pizza party qui se déroulera aussi à côté. Alors, je vais juste le mettre en mode silence, ça fait mieux quand même. Voilà. Et alors, je tiens évidemment à remercier tous nos sponsors quand même qui nous ont aidés à monter cette session du 15 décembre. Nutanix, Selenza qui vous offre le café et la pizza party, et l'école 42 pour les 2 salles, la logistique et les chaises aussi, parce que ça peut aider. Voilà, et tous nos partenaires techniques, hein, qui nous ont fourni très généreusement les speakers. Voilà. Alors, en termes d'agenda, donc c'est quand même un agenda un petit peu chargé, mais cette fois-ci, j'ai tenu compte des premières critiques en disant qu'on n'avait pas assez de temps entre 2 sessions. Donc là, j'ai tenté d'aménager entre 5 et 10 minutes d'espace entre les sessions pour vous laisser le temps de switcher entre les sessions et les salles que vous souhaitez. Donc, on va commencer par la première plénière, donc, qui se déroule ici. Ensuite, on aura la session animée par Nutanix, les grands amis de Nutanix, qui se déroulera ici. Ensuite, la pause café. Alors, pour ceux qui ne veulent pas de pause café, on a 2 petits quickies de 15-20 minutes grand maximum sur 2 thèmes, hein. Donc, un quickie ici et l'autre dans l'autre salle. Ensuite, en amphi, on va enchaîner par les architectures lambda et surtout, qu'est-ce qu'on peut avoir au-delà des architectures lambda. Et enfin, on terminera les sessions par la plénière numéro 2, hein, qui se déroulera dans l'amphi sur l'infrastructure comme un code. Et on verra qu'aujourd'hui, les infrastructures se codent comme des applications, en fait, hein. Et c'est notre ami Michel Hubert de Selenza qui l'animera, je pense. Non, même pas. Bon, d'accord. Et ensuite, la question 2, questions-réponses ici même, et après, la pizza party dans la salle d'à côté. Et à côté, vous aurez un exemple de déploiement automatisé d'une plateforme DevOps dans Azure, hein. Donc Azure, c'est le cloud de Microsoft, bien évidemment. Ensuite, on aura une petite démo d'un microserveur Docker, et c'est Estelle, je la vois plus, qui est juste derrière, qui nous fera la démo en live ou par slide, on ne sait pas encore. Voilà. Bon, ce qui est un petit problème de connexion apparemment. Et ensuite, les nouvelles architectures matérielles avec Étienne, qui est à côté, voilà, et qui est un passionné de tout ce qui est matos. Donc on va voir de quoi il va nous parler. Voilà, écoutez, je laisse la place au premier speaker. Donc ça va être Arnaud, si tu veux bien venir, et je te mets tes slides. Bonjour tout le monde, alors c'est la première fois que je viens à l'école 42, donc je vais essayer de faire en sorte
Ben, donc, qui est étudiant, juste pour savoir? Ok, de ceux qui sont invités. Ok, un peu de... bien, alors, c'est toujours dur en fait d'être le premier à parler sur les architectures. Je voulais donc, qui je suis? Je suis Arnaud Alcabez, je suis aujourd'hui directeur de la stratégie de l'organisation dans une société de services informatiques. Donc, l'idée, c'est d'avoir repris une boîte et en même temps, j'ai plusieurs casquettes. Je suis formateur pour Amazon Web Services, sur Azure, sur Office, en gros, cloud. Pourquoi les deux casquettes? Parce que c'est difficile d'imposer des architectures serverless ou des choses comme ça si en même temps on ne réorganise pas la boîte. Vous comprenez? C'est pas qu'une affaire de technologie, ça va vachement plus loin que ça. Donc c'était pas possible de faire à la fois une migration ou faire changer les choses si on n'a pas la casquette de OK, il faut réorganiser les équipes, comment on vend et ainsi de suite. Ok. Je vais plutôt parler code après. Alors je vais commencer juste mon intro rapidement par un truc qui est Wired. Je sais pas qui connaît le magazine, c'est un magazine américain. Ok, qui a sorti un truc assez clash. Ils sont consensuels puisque ça marche avec la pub, généralement. Donc, ils sont plutôt assez cool, vous voyez, avec IBM, Oracle, machin. C'est assez dur de faire un truc cash. Ils ont dit, ok, juste les géants en fait d'hier, ils sont juste déjà morts. C'est Walking Dead. Donc, ça donne en fait un peu l'ambiance. Même la presse aujourd'hui dit, ok, bon, il faut évoluer, tout le monde doit évoluer l'industrie. Je vous ai mis le truc. Ok. Aujourd'hui, donc je travaille avec des gens de manière professionnelle, c'est-à-dire après en fait les études, à essayer de leur changer leur habitude, leur façon de gérer les choses, de comprendre en fait l'informatique. Alors, c'est une autre étude, Forrester, c'est les points positifs. Pardon. Hey, alors, je suis pas habitué à ce clicker. Il y a un bouton, non? Ok, les points positifs, c'est 75% des entreprises que le numérique, ben, ça fait partie de demain. 25%, c'est très faible, ont commencé à adopter d'autres approches, d'autres modèles. C'est un peu grossi. L'étude de Forrester, elle date d'il y a un an à peu près. Et par contre, il faut 3 ans, plus de 3 ans, à commencer à faire bouger la culture. Donc, il faut être vachement patient, même si vous arrivez dans une boîte, on vous dit, OK, DevOps, c'est bien. Euh, Ça met du temps. Les points négatifs, ils sont en orange, hein. Le premier, c'est que la plupart du temps, ils ne considèrent pas que c'est un problème, une stratégie d'entreprise. En gros, il y a les techniques d'un côté, il y a la direction de l'autre, et ça pose véritablement un problème parce que ça reste un projet d'entreprise. Ils ne comprennent pas pourquoi Uber marche, pourquoi des anciens trucs marchent. 40% des entreprises, ça c'est Forrester qui le dit aussi sur une étude, n'existeront plus dans quelques années parce qu'elles n'auront pas compris ben, le chemin, la lumière, comment en fait renouveler leur modèle. Et c'est encore pire, il y a 32% des boîtes, donc de vos futurs employeurs, carrément, bah, ils attendent. Ils attendent en boucle à l'infini. Donc ceux-là sont quasiment déjà morts. Ok. Pourquoi les gens y vont? Pourquoi les personnes que j'ai en formation sur le DevOps, sur le Dev, sur l'Archi, sur le SysOps, pourquoi ils viennent? Le premier, c'est augmenter, continuer à capitaliser, augmenter leurs ressources, migrer leur application. Il y en a plein qui font OK, cloud first. Alors que ce n'est pas une vérité, c'est ce que je vais dire après, notamment en fait en dev. Et aussi, ça c'est intelligent, bâtir des nouvelles applications. Alors, on voit qu'il y a une différence entre le marché européen et le marché américain. Vous voyez, en Europe, ils sont plus sur OK, je réduis mes coûts économiques. Je suis plutôt sur la défensive, le marché marche mal. Aux États-Unis, hein, mes homologues qui font des formations, eux, ils sont carrément innovation. Il n'y a personne qui vient en disant OK, je vais faire une réduction économique. C'est plutôt aidez-moi à inventer de nouveaux services, des services de demain, des consommateurs de demain. Ceux que vous êtes. OK. Les gens que je reçois, je vous ai fait une petite. Je vais faire un petit podium comme ça. Les entreprises, les grandes entreprises, hein, en gros, qui viennent, ça représente 17% à peu près des gens que j'ai en cours, en machin, qui viennent faire de l'Azure, du Google, de l'Amazon. C'est pas beaucoup. C'est, beaucoup de startups, beaucoup d'incubateurs. Des gens, à la limite, des chômeurs, des personnes qui ont plus de 50 ans, qui disent OK, ben, je vais me relancer, je vais faire quelque chose de différent, j'ai une idée, 18%. Beaucoup de sociétés de services aussi, hein. C'est quelque part, ce sont les employeurs de demain, hein, beaucoup de boîtes de services. Mais en premier, surtout, et c'est intéressant, beaucoup d'entreprises innovantes, vous voyez, des PME, genre Alain Flelou, des choses comme ça, qui disent, OK, bon, mon marché évolue, ma vente de produits, c'est différent, et donc je vais chercher à vendre différemment. Beaucoup de marchés françaises, de sociétés françaises. Mais par contre, la caractéristique, c'est qu'elles visent maintenant des marchés globaux, internationaux. Donc il faut parler l'anglais, il faut parler d'autres langues, 3 langues, c'est bien, 4 langues, c'est bien. Ok. Bon, la promesse, elle est simple, hein, c'est d'un côté, voilà, l'infrastructure, l'investissement, bah, c'est plus du tout tendance. Et l'idée, c'est d'avoir des architectures qui soient élastiques au système. Bon, ça, c'est la tendance. Ce qu'il faut voir, c'est que pour réaliser la promesse, il y a plusieurs façons de créer de l'architecture, du développement. Le premier, c'est de rester dans un monde classique, vous voyez, serveur, réseau, etc. Ce que je vous affiche ici, c'est une présentation, je crois que ça vient d'Amazon, puisque vous avez des noms de code d'Amazon. Le truc en bleu, quand même, représente ce que vous avez à faire. C'est-à-dire, au-delà du code, il faut coder, mais en plus, tout ça reste des coûts opérationnels, des coûts d'infrastructure d'une entreprise qu'elle devra payer dans le produit. Donc ça va faire un produit cher. Les trucs en orange, en bas, sont les choses qui sont faites. Ça, c'est vrai dans le monde du IaaS, Infrastructure as a Service. C'est la première marche.
Mais par contre, on peut encore réduire les coûts économiques. Si on va vers du plateforme as a service, donc je prends un exemple, une ferme Docker, des choses comme ceci. Dans ce cas-là, le coût opérationnel pour les entreprises, en bleu, est beaucoup plus réduit. Ça veut dire quoi, en fait, dans les faits? Ça veut dire que je produis plus vite du code. Je suis plus apte à conquérir de nouveaux marchés. À dire, OK, il y a une expérience utilisateur, il y a des retours d'expérience, tout de suite, je vais coder. Parce que tout le truc en orange, j'ai plus à m'en servir. Est-ce qu'on peut aller plus loin que ça? Ouais, c'est l'idée en fait du serverless, des éléments sans serveur. Je suis agnostique. Il n'y a plus de débat. Est-ce que c'est Windows? Est-ce que c'est Linux? Est-ce que c'est Mac ou PC? Et j'ai plus que ça à m'occuper. Donc plus ça va, moins j'ai de choses à m'occuper, plus je délivre vite, plus je suis dans la valeur et plus dans l'infrastructure. En fait, l'infrastructure, c'est de dire, dans un produit, vous avez deux compétiteurs, A et B. La question, c'est est-ce que finalement, moi, mon produit, je sais pas, je vends du dentifrice. Est-ce que finalement, dans le dentifrice, il y a 20%, 30% du coût de dentifrice, c'est de l'infrastructure? Rien à faire. Ça me sert à rien. Donc, je vais produire un produit moins cher. OK. Parlons maintenant du code. Stop. Est-ce que je peux faire une application complète, quel que soit le niveau maintenant sans serveur? Ouais, vous avez plein d'applications qui existent, des modèles. Il suffit en fait d'aller sur Internet. J'en présente une qui est celle de David Guetta là, pour la coupe de football. Et un petit schéma. Alors, bien sûr, ça c'est de l'Amazon, mais aujourd'hui, je pourrais faire la même chose en Azure, Fonction ou d'autres éléments. Comme les slides seront partagés, vous avez en fait comment dire, un lien avec les bouts de code. Donc, il y a plein de choses qui sont faites sur Internet pour vous permettre de comprendre ça, de commencer à faire des exercices, à imaginer demain des architectures qui soient totalement sans serveur. Il n'y a plus de serveur, vous payez plus, vous en occupez plus, c'est le fournisseur qui gère pour vous. Bien, alors, on en est où? Est-ce que c'est vraiment différent? Est-ce que ça fait vraiment la différence? Bah, il y en a qui sont toujours dans l'informatique classique. Vous voyez, ils font un investissement, un budget, super. Ben alors, le problème, c'est qu'il y avait 20 projets à faire. Il y a du budget que pour 3. Donc, il y en a 3 d'entre vous qui seront sélectionnés. Les autres passent à la trappe. Si vous passez dans des services managés, déjà, quelle que soit l'architecture, ben, l'intérêt, c'est que vous allez pouvoir commencer à baisser vos coûts. Vous voyez, le truc blanc, c'est finalement l'économie d'échelle. Donc, vous allez pouvoir lancer plus de projets. Le problème, c'est dans ce cas-là, est-ce que la personne est prête à avoir une facture qui soit flottante? Parce que chaque fin de mois, la facture va être différente. Et moi, ça ne me rassure pas en tant qu'entrepreneur. Il va falloir en fait rassurer beaucoup. Et bien sûr, si vous vous débarrassez de la partie serveur hein, et vous passez au microservice SOA, dans ce cas-là, vous ne payez plus qu'à l'appel de la fonction. Donc vous avez un nouvel utilisateur, vous payez. Mais il n'y a pas de nouvel utilisateur, vous ne payez rien. Vous allez voir derrière, en fait, ça va vachement loin. Alors, le problème, c'est ce qu'il y a mon choix. Est-ce que le dernier choix, vous voyez, architecture sans serveur, ça convient à tout le monde? En fait, dans les faits, avec 5 ans d'expérience et de recul, non. Parce que quelque part, les modèles, je vous ai tous mis ici, je ne sais pas si j'ai un cliqueur en rouge. Je vous ai présenté à peu près ce que vous pouvez faire, hein. Le premier en haut, c'est ce qu'on appelle du FPGA. C'est quoi? Ce sont des machines que vous allez faire et sur lesquelles vous allez reprogrammer le circuit logique. Attention, c'est du bas niveau, donc il faut faire du C++ peut-être, pas des langages en fait de haut niveau. Mais par contre, vous allez reprogrammer en fait comment le processeur marche. C'est quoi l'idée? L'idée, c'est qu'il y a plein de choses dans le système d'exploitation qui ne sert à rien pour un truc particulier. Je prends un exemple, un firewall, quelque chose qui doit examiner les paquets. Plus vous êtes au bas niveau, plus vous êtes au niveau du processeur, plus vous examinez de paquets. Donc ça peut être un truc intéressant hein, pour le futur. Avant, c'était des choses qui existaient hein, dans les infrastructures techniques. Aujourd'hui, ces services existent et sont mis à disposition des clients. Chez Amazon, mais chez d'autres aussi, ça va venir. Ils appellent ça les instances F1. Ok, donc c'est vous qui faites, il n'y a plus de code, hein, c'est vous redéveloppez votre propre code de bas niveau. Ce qui est cool, c'est que vous avez des schémas, des designs faits que vous pouvez adapter en fonction de vos besoins. Vous voulez casser, je sais pas, vous voulez miner du Bitcoin, c'est parfait pour ça. Le deuxième, c'est le truc traditionnel, hein, les machines virtuelles. Alors, je vous ai mis, vous voyez, packaging. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, ça part en fait d'images, donc Linux, Windows, il y aura toujours ce débat. Les updates, comment vous mettez à niveau, c'est du patching, toujours ancien. Hein, Yum, par exemple, ou WSUS. Par contre, ce qui est cool, c'est que vous restez dans un paradigme que vous connaissez déjà. Multitâche, multithread. Donc, il n'y a pas de redéveloppement à faire particulier. Le runtime, c'est pour quel type de traitement c'est fait, combien de temps va durer mon traitement en tout. Donc on est de l'heure au moins à peu près. Et vous payez par quoi? Vous payez par instance, bien sûr, par serveur, que vous le louez ou que vous l'achetez. Et donc en dessous, vous avez les conteneurs. C'est pas tout à fait la même chose, hein. C'est-à-dire qu'on ne choisit pas conteneur ou virtual machine ou fonction. Hein. Donc vous pourrez regarder le tableau après coup. Mais vous voyez, on a quand même en fait des choses très typées. C'est-à-dire que je ne vais pas choisir, tiens, j'aime bien le serverless ou le serveur virtuel. Je vais en fait m'intéresser au code, qu'est-ce que ça fait, comment ça fonctionne, et en fonction de ça, choisir la bonne architecture. En gros,
Je ferai un résumé à la fin. L'idée, c'est pas de dire il y en a un qui va tous les remplacer. Vous voyez, ça fait plus de 20 ans que je fais ça. On m'a dit, OK, les mainframes vont remplacer les gros systèmes. Windows Server va remplacer en fait les mainframes. On m'a vanté le mode, je sais pas, ASP. On m'a ensuite dit Citrix, ça allait révolutionner le monde et tout remplacer. OK, c'est pas le premier rodéo. En fait, c'est une technologie parmi d'autres qu'il nous faut maîtriser. Alors, le problème, c'est microservices. OK, c'est pas qu'une question de code, parce qu'avec microservices ou des petits appels de fonction, vous allez déclencher plein d'interrogations chez les gens qui vont vous acheter ça. Qui dit microservice dit micro-contrat. Alors déjà, un grand contrat, vous voyez, c'est compliqué. Un micro-contrat, plein de petits micro-contrats, ça va être chiant. Micro-garantie, micro-SLA, un service level engagement. Il va falloir en fait avoir un modèle complètement distribué. Micro-distribution, super. Et alors le truc, je vais aller en fait directement dans le rouge, c'est marrant, vous allez faire de la micro-facturation. Vous voyez, imaginez rapporter à un client, de dire, OK, vous allez payer 17 millimes de dollars par temps de transaction. Imaginez la facture que vous allez présenter à un client. Le directeur financier, il va juste s'arracher les cheveux. Il n'est pas prêt pour ça. OK. Le problème de ces architectures serverless, c'est qu'elles sont sur du cloud public. Donc, il y a un problème de latence aussi. Ce n'est pas n'importe quelle application, vous voyez. 200 millisecondes de latence en minimum, par exemple, entre un appel en fait public et une fonction, c'est un temps juste énorme. Ça dépend ce que vous faites. Il y a des applications qui vont bien convenir à ça. Il y a des applications qui vont absolument pas convenir en fait à ce traitement. Des applications qui ont besoin de beaucoup, beaucoup de transactions, elles ne peuvent pas aujourd'hui forcément être toutes dans du serverless. La promesse, elle est quand même cool avec le serverless. C'est quelque part, vous pouvez complètement atomiser votre application, la mettre sur des points de distribution un peu partout dans le monde. Donc selon les trucs, vous en avez 40, 16 à peu près. Et finalement, dans votre code et dans votre application, le système va toujours trouver quelque part la fonction la plus intelligemment pour pouvoir en fait répartir la charge. En gros, vous n'avez plus d'application, il n'y a plus de SI, il n'y a plus de PowerPoint. Votre application, elle est pulvérisée avec des portes d'entrée et des fonctions derrière. Et ce qui est super cool, c'est surtout ça. Donc, je vous ai mis un schéma global et la représentation ici. C'est notamment avec l'éditeur avec lequel je travaille aujourd'hui, c'est que tant qu'il y a moins d'1 million d'appels de fonctions, ça vous coûte, ça coûte au client, au consommateur, 0 $. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que votre application n'a pas décollé, n'a pas marché, elle ne vous coûte rien. Quand je dis rien, c'est rien. Vous apportez juste votre code et basta. Du coup, vous pouvez lancer plein de projets. Vous voyez, 40 projets, machin. OK, il y en a un qui va marcher, peut-être deux. Et alors, c'est ceux-là qui feront le succès de votre entreprise de demain. Et les autres, vous les foutrez à la benne, elles vous auront rien coûté. Il vous suffit juste d'apporter votre code et de le déployer. C'est tout. C'est super cool, à condition en fait de comprendre toutes les, on va dire, les stress que vous pouvez engendrer par ce genre de nouveautés. Alors, cool, mais ça dépend à qui vous vendez, hein. À qui vous adressez. Quelque part, la résistance, c'est vous ne pouvez pas vendre à quelque chose à quelqu'un qui n'est pas prêt pour ça. Je vous ai mis 2 DSI, vous comprenez, il n'y a pas besoin de commenter ici. OK. Leur position sur le DevOps, alors ça avance doucement, sûrement en 5 ans, ça évolue. Je voudrais vous mettre ça quand même. Un tiers des entreprises, alors ça, c'est super récent puisque ça date de hier. Vous avez le lien, c'est le Syntec numérique. Ça a été fait sur des entreprises françaises de plus de 200 collaborateurs. Et ils ont interrogé là, ça vient d'être présenté hier, un tiers des entreprises disent adopter maintenant en priorité la culture DevOps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un tiers des entreprises qui sont prêtes à vous embaucher parce qu'en fait, vous connaîtrez cette culture. Et surtout, est-ce que ça grossit? Est-ce que c'est flat? Non, ça grossit. Plus 15% d'adoption par an constaté. Ça veut dire que c'est qu'une question en fait de temps avant finalement que cette culture DevOps s'impose. Vous avez les éléments déclencheurs ici, plutôt des côtés applicatifs sur le DevOps. Deuxième point, c'est d'être agile, time to market. Et puis bon, après, c'est effectivement de s'adapter très rapidement à des conditions de marché, à des changements en fait de marché. Alors voilà, donc 15 minutes, je ne sais pas si j'étais dedans ou pas, je pense. Je voudrais juste faire une sorte de conclusion avant de laisser la parole aux gens de Nutanix. Le premier, de mon expérience, il n'y a pas de modèle unique. Il n'y a pas un truc qui marche, les autres sont à mettre à la benne. Donc le petit tableau, c'est selon le besoin, selon l'application, etc. On a besoin des 4. Il n'y a pas de choix unique. Donc du coup, il n'y a pas de chance. La question n'est pas de dire, OK, je vais faire que serverless, je vais mettre tous mes œufs dans le même panier, ou au contraire que du circuit logique. Il faut connaître les 4. Si vous êtes dans une boîte, selon le contexte, vous aurez besoin de connaître les 4. Donc c'est pas, choisissez pas, vous auriez qu'un tiers finalement ou qu'un quart des projets, vous devez connaître tout. Et surtout, restez toujours agnostique. C'est-à-dire qu'on aime tous des trucs, mais malheureusement, c'est pas moi qui choisis, c'est en fonction du projet, je vais pouvoir prendre la bonne technologie. C'est-à-dire qu'il faut vraiment rester agnostique et ouvert au marché.
Euh, Troisième point, et ça, pareil, je me suis planté sur plein de projets. Ne jamais proposer quelque chose à quelqu'un qui n'arrivera pas à le comprendre, à le matérialiser. Je rencontre plein de gens, le serverless, juste, ça leur fait peur. Ils ont plus de PowerPoint, ils ont plus un bel écran à montrer, il y a plus de code, il y a plus rien. Donc, l'idée, c'est effectivement des fois de proposer que de l'architecture classique parce que la personne n'est pas prête à prendre ça. Un DSI, dans les médias, disait récemment, OK, j'ai fait commande une application, elle est totalement serverless. J'ai fait le coup, je suis super jeune, c'est sexy. Par contre, il se posait des questions 3 ou 4 mois après livraison en se demandant est-ce que ça relevait encore du patrimoine de son système d'information ou est-ce qu'il n'avait pas introduit une sorte de virus qui se reproduit tout seul? Le truc décide lui-même de dupliquer une fonction, de se répartir, de réduire. Il n'a plus rien à présenter. Vous comprenez, ça le faisait flipper. Il est quand même garant du système d'information. Le truc fonctionne sans lui. Donc, la conclusion, c'est toujours prévoir un bouton rouge dans l'application. Le bouton rouge, c'est quoi? J'ai fait un exemple. Ici, c'est aux États-Unis, le bouton laisser la porte ouverte de l'ascenseur, et il est désactivé depuis 20 ans. Pour des questions des accès handicapés. Vous voyez, que quelqu'un ne puisse pas refermer. Ça fait plus de 20 ans que le bouton ouvrir les portes ou retenir les portes est désactivé aux États-Unis. Mais par contre, le bouton, il est quand même conservé. Vous le trouverez si vous allez aux États-Unis. Pourquoi? Parce que ça donne l'impression en fait à la personne, toujours, d'avoir le contrôle sur l'ascenseur. Si vous faites du serverless, laissez toujours une sorte de bouton imaginaire à la personne, même s'il n'y a pas de code derrière, vous voyez, il n'y a pas d'appel de fonction, qui lui permettra de dire, OK, en cas de besoin, il y a ce fameux bouton rouge. Voilà, bah, merci de m'avoir écouté. Au moins, voilà, de partager quelques expériences. Et puis, bah, je laisse la parole voilà, aux questions. Merci. Bonjour, donc je suis Sylvain Sioux, j'appartiens à la société Nutanix. Tout d'abord, ce que je vais essayer de faire, c'est de vous faire comprendre un petit peu d'où on vient et comment la société a été créée. En fait, au départ, c'est des ingénieurs de Google qui travaillaient, je vais revenir en arrière, qui travaillaient sur le file system distribué de Google, GFS, qui a servi de base aussi pour Hadoop, file system, etc. Et leur idée, ça a été de se dire, mais dans les entreprises, on n'utilise jamais des systèmes comme ça de stockage distribués sur des serveurs. On est plutôt sur des architectures classiques. On a des baies de stockage, des gros switches au niveau stockage, des serveurs devant. On a rajouté la virtualisation il y a une dizaine d'années et au-dessus, on fait tourner les applications. Et en fait, on se rend compte que cet ensemble-là est devenu de plus en plus complexe et surtout, ça demande des compétences un petit peu différentes. Ici, on va avoir des experts stockage. Ici, des experts plutôt système, plus la partie réseau, etc. Et donc, cette partie-là devient de plus en plus onéreuse. Et avec l'arrivée du flash, par exemple, des SSD, etc., on se demande bien pourquoi on va mettre des disques dans la même boîte. Autant quand il y avait que des disques, on les mettait dans la même boîte pour distribuer en fait la charge et gagner en maximum en performance. On alignait des axes de disques. Et en même temps, assurer la redondance, comme ça, s'il y a un disque qui s'arrête, eh bien, ça va continuer sur les autres. Là, maintenant, on a des systèmes flash où, en gros, la performance, on l'a déjà. Et la redondance, on peut très bien l'imaginer entre les serveurs, plutôt que de l'avoir dans cette espèce de boîte. Et on peut éviter aussi ce goulot d'étranglement vers les baies de stockage, où on a cet ensemble de serveurs en fait, qui doit traverser ce réseau. Ça génère de la latence, des goulots d'étranglement. Il faut gérer de la qualité de service, etc. Enfin, on est embarqué dans un système qui est très très complexe. Donc l'idée de Nutanix, ça a été de se dire, on va reprendre l'architecture de Google, Facebook, etc., mais on va l'appliquer à l'entreprise. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout mettre dans le serveur. Donc c'est un serveur, il y a tout, le stockage, CPU, mémoire, etc. Mais surtout, la force du système, c'est que en fait, on va le faire évoluer au fur et à mesure des besoins. Et on a vraiment un système un peu comme les Lego. Au fur et à mesure des besoins, on rajoute des briques supplémentaires. Et si jamais un des serveurs tombe, eh bien automatiquement, les autres vont continuer à fonctionner, voire même ils vont se réparer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on aura toujours, par exemple, 2 fois l'information dans un cluster. Ce qui fait que si un des nœuds tombe, eh ben, on sait très bien qu'on a encore l'information sur ce qui reste. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte de, à nouveau, remonter la redondance. Et on voit si le serveur ne revient pas, en fait, cette information unique, on va s'arranger pour la redistribuer. Et donc, c'est ce qu'on appelle les réplications facteurs, si vous avez regardé un petit peu le sujet des file systems distribués.
Et donc, c'est vraiment la même architecture que ce qu'on se connaît sur ces architectures. Au-dessus, on utilise la virtualisation, donc que ce soit VMware, Hyper-V ou bien KVM. Et l'idée ensuite, ça a été de se dire, mais bon, gérer le stockage, c'est bien, mais comme c'est un stockage dédié à la virtualisation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va englober la virtualisation dans la plateforme et automatiser l'ensemble. Ce qui fait que quand je dis je crée une VM, je veux qu'elle ait un disque de 40 gigas, etc. Eh bien, automatiquement, ce disque virtuel, il va être créé dans l'espace de stockage sans aucune intervention côté stockage. Et l'objet qu'on va manipuler dans la plateforme, c'est une machine virtuelle. Ce n'est pas des blocs, des fichiers, etc. C'est une machine virtuelle. Donc la vue utilisateur, c'est une vue machine virtuelle sur une plateforme qui s'assemble comme des Lego. Et donc on voit bien la simplification que ça a apporté. Et donc on est très loin des architectures de data center classiques. Et les grands bénéfices, c'est qu'on peut commencer petit et grandir au fur et à mesure du besoin. Là, pour l'exemple de la démo, ici, Christophe vous fera une démo tout à l'heure. On a pris juste un petit Nuke. Ici, c'est un serveur. Dessus, on a mis la version gratuite de Nutanix. C'est juste un petit Core i7, 32 Go de mémoire. Il y a quand même 1 Tera de SSD dans la bête. Mais c'est vraiment la configuration minimum qu'on peut mettre dans sa poche. On peut l'emmener partout pour faire des démos, etc. Et c'est exactement, mais très exactement le même logiciel que celui qu'on fait tourner dans des grandes entreprises. Aujourd'hui, on a plusieurs clients à plus de 200 serveurs dans leur data center, sur laquelle ils font tourner à la fois des applications classiques ou bien des architectures pour le DevOps, le cloud, etc. Donc on voit bien que cette idée de hyper-convergence, de tout mettre dans la même boîte, c'est un concept que certains ont compris, et donc les anciens, donc les marques qu'on a vues tout à l'heure, ont essayé de tout mettre dans la même boîte. Sauf qu'en fait, ils ont gardé la même architecture, mais ils l'ont mis dans la même boîte. Ça n'a aucun intérêt. L'intérêt, c'est de changer de manière orthogonale l'architecture et de passer sur quelque chose qui fait du scale-out. Et donc, on n'est plus sur tout ce qu'on appelle web scale, etc. Et surtout, d'arriver à appréhender, en fait, n'importe quel type d'hyperviseur, d'avoir une compréhension de ce qu'on fait en termes d'opération, c'est-à-dire d'opérer des machines virtuelles et pas d'opérer, je ne sais pas, des flux de données ou des choses comme ça. Et puis surtout, ce qu'on veut faire à la finale, c'est vraiment avoir une plateforme pour faire tourner des applications d'entreprise. Le seul objectif à la fin, c'est de faire tourner des applications. Et donc, la vue qu'on doit avoir, elle est de plus en plus applicative. Et surtout, on n'est plus dans le monde des animaux de compagnie. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire entre les animaux de compagnie et les troupeaux. Jusqu'à maintenant, les applications d'entreprise, c'est un peu comme un animal de compagnie. Si jamais il lui arrive quelque chose, alors là, on tremble. Si jamais il est un petit peu malade, on va l'emmener tout de suite chez le docteur. Enfin, il ne faut pas que ça s'arrête, quoi. Les nouvelles applications, c'est plus du tout ça. C'est comme les troupeaux. Il y a un animal malade, qu'est-ce qu'on fait? On le tue. Terminé. L'application doit être distribuée. Vous devez distribuer votre troupeau un petit peu chez Google, un petit peu chez vous, etc. Et quel que soit l'endroit qui s'arrête, quel que soit le problème de latence que vous puissiez avoir à un endroit, eh bien en fait l'application va continuer. Si vous prenez vos applications sur vos téléphones, iCloud par exemple d'Apple, ça tourne dans un vrai data center, plus chez Amazon, et puis un autre service provider, et quel que soit l'arrêt de service qu'il puisse avoir, eh bien en fait ça va continuer de fonctionner. Mais en fait, l'idée de Nutanix, c'est justement de faire cette passerelle entre les plateformes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait le design de son application, ça doit être multi-technologie, c'est-à-dire des containers, des VM, peu importe, et surtout multi-plateforme. Que cette plateforme, elle soit chez soi ou qu'elle soit chez un provider. Avec toujours cette idée que la redondance, elle doit se faire entre les éléments de l'application, donc on est bien un troupeau, et pas une seule application à un seul endroit avec une seule base de données, par exemple. Là, on a quelque chose de distribué. Et c'est vraiment l'ADN des systèmes distribués qui pousse à ces nouvelles architectures. Et donc, on voit bien que ça part de la plateforme infrastructure et ça va jusqu'à la façon de concevoir l'architecture de l'application. Et ça, c'est vraiment une façon de penser. Et comme on l'a vu dans la présentation juste avant,
Les gens qui pensent comme les mainframes qu'on a pu avoir, les applications client-serveur qu'on a pu connaître, etc., ont beaucoup de mal à basculer sur ce nouveau modèle. Mais c'est inéluctable. Tous les développeurs là, qui sortent au fur et à mesure vont aller vers cette idée d'application distribuée. Et maintenant, la question, c'est comment on gère cette évolution. Comment on peut fournir un outil qui à la fois va aider quelqu'un qui fait une architecture classique pour l'aider à la rendre le plus distribuée possible. Et une fois qu'elle est distribuée, comment on va assurer tout ce qui est gestion du cycle de vie. Quand je dois faire une mise à jour sur le code, c'est plus sur une seule VM qui est là où je vais pousser mon nouvel applicatif. Il va falloir le pousser sur les VM qui sont sur Azure, celles qui sont sur Amazon, celles que j'ai en interne, celles que j'ai mises sur un service provider, de manière cohérente et industrielle. Donc comment gérer cette industrialisation? Et c'est là, en fait, vous allez voir, il y a des outils qui sont en train d'être développés. Donc on a une solution là, dont on a fait l'acquisition d'ailleurs, qui s'appelle Calm.io, c'est Cloud Application Lifecycle Manager. Et vous allez voir que en fait, c'est tout simplement des choses que vous faites aujourd'hui déjà de manière manuelle, mais qu'on va trouver le moyen d'organiser et d'industrialiser. Donc voilà en quoi Nutanix change les infrastructures. Très clairement, ça vient des gens du soft. Notre solution est totalement logicielle, même si on la package après dans des serveurs. Et c'est vraiment ce qui révolutionne aussi la façon de penser, c'est que ce n'est pas des gens du hardware qui ont trouvé des solutions pour les applications, c'est vraiment des gens des applications qui changent en fait les choses côté infrastructure. Et c'est vrai que cette idée d'avoir du software data center ou bien d'avoir une infrastructure programmable, maintenant c'est une réalité. C'est très clairement une réalité. Voilà, j'en ai terminé. Je pense que j'ai fait un petit peu moins que 15 minutes. Ça nous permettre de rattraper le programme. Quel est le prochain speaker? Merci. Merci. Donc là, on va passer avec la présentation de Christophe. Alors, juste une précision, c'est qu'effectivement, les présentations que vous verrez, que ce soit en amphi ou que ce soit dans la salle 2, seront mises en ligne sur le site de Programmer dans les prochains jours. Hein. Donc, vous aurez accès à un certain nombre de choses. Alors, en attendant que tout le monde se branche, alors, on va faire gagner quand même quelques petits goodies, quand même, parce que... Hein. Donc là, c'est une clé USB de Programmer avec les 200 numéros, enfin les 103 derniers numéros de Programmer. Alors, qui va me dire quelle est l'attaque que l'on voit dans le tout premier épisode de Mister Robot quand Mister Robot doit justement réagir contre une attaque dans un data center? Rootkit, bravo. Tu as deux. Oui, enfin, j'ai mis l'adaptateur, mais Ouais. ça aurait été mieux en... Ah, il s'est arrêté? C'est bon? Non, c'est bon, je pense. Ouais, c'est ouais, mais tu vois, mais il a scalé comme ça. Ouais, c'est bon là. Bon, parfait. Bah oui. Je fais mon timer, t'inquiète pas. C'est bon? Ouais. Bonjour à tous, bonjour à toutes. On va parler de open source dans les nouvelles architectures web. Donc, je me suis vraiment posé des questions sur qu'est-ce que ça allait vous apporter l'open source de tous les jours. Vous en servez aussi tous les jours, mais à votre insu. Ou peut-être, vous en êtes conscient, mais l'open source, c'est quelque chose qui est présent, qui a muté. Avant, on l'a connu sous différents noms. C'est-à-dire qu'il y a 30 ans, 50 ans, il y avait toujours des solutions alternatives. Et bien là, la solution alternative devient une solution maîtresse. Et cette solution, eh bien, on va voir
qu'est-ce que vous pouvez en bénéficier en dehors de toute la programmation. Mais on va s'arranger pour vous montrer que l'open source, bah, vous allez en manger, vous en mangez, et vous allez encore en manger encore un peu plus. Tout d'abord, qui je suis? Bah, je m'appelle Christophe Villeneuve, je suis consultant chez OSI. Je suis un petit peu impliqué dans tout ce qui est open source, c'est pour ça aussi que je suis parmi vous, autour de PHP, MariaDB, Drupal. Je suis aussi représentant de Mozilla, la fondation, je suis auteur de livres. J'écris aussi pour le magazine Programmé qui a pu organiser cette journée. Et puis quelques petits événements liés à l'open source de cette année. Tout ceci, ce sont des événements qui vont être reproduits bien sûr l'année prochaine, que vous pourrez toujours en retrouver. Mais pour vous montrer que l'open source, il est partout. Il y a d'autres salons, les TextDays anciennement, maintenant ça s'appelle Expérience de Microsoft. Là ouvre, on va dire, la partie importante de l'open source aussi avec l'environnement. Donc beaucoup d'acteurs, beaucoup de solutions, et la solution de demain, c'est l'open source. Alors quand on parle de nouvelle architecture web, eh bien moi je dirais plutôt c'est que le nouvel n'existe plus, puisque le nouvel c'est déjà ancien. Et quand on dit ancien, ben, c'est déjà périmé. En vérité, là ce que je vous dis, c'est déjà périmé. En vérité, non, pas tout à fait, mais c'est dans cette logique que ça va tellement vite. On est dans du web. Le web, c'est 24 heures sur 24. Et lorsque ça avance, eh bien, il faut qu'on ne rate pas le wagon. Concernant les évolutions, parce qu'il y a bien sûr des évolutions, le web d'aujourd'hui, l'open source d'aujourd'hui n'était pas le même qu'il y a 10, 20 ans, même plus que ça. Tout d'abord, on avait du web sémantique. Le web sémantique, c'est tout ce qui est une page simple. C'était les débuts, la première page d'Internet. Le but, c'était surtout de pouvoir donner de l'information, visibilité, des accès, mais sans vraiment interagir, parce que les débits n'étaient pas là, la fréquentation, et puis bien entendu, il fallait un navigateur. Un navigateur, et c'est le navigateur qui va jouer beaucoup. Et c'est ça l'importance de l'open source, entre autres, c'est que beaucoup de choses vont passer par le navigateur. Et puis, au niveau technique, ben, ce n'était pas très sexy. Après, on a eu tout ce qui est le web dynamique. Donc, le web dynamique, c'est quelque chose d'un peu plus intéressant. On peut interagir entre les pages, naviguer, communiquer avec une base de données. On peut aussi proposer des échanges avec le client, emmener des applications JavaScript, emmener tout ce qui est jeu, applicatif, naviguer. Mais bien sûr, c'était un peu limité. C'est pour ça qu'on a rajouté des petits scripts, des langages côté back. Donc là, je vous ai mis différents logos de navigation qui sont nécessaires, ou les technologies embarquées. Bien sûr, il n'y a pas que ces langages que je vous ai montrés. Il y en a beaucoup d'autres, mais ce sont ceux que mes préférés. Et bien entendu, lorsqu'on parle de dynamique, il faut coder à la volée. Le code à la volée, ça existe toujours, on le fait toujours. De moins en moins, puisque maintenant on fait beaucoup laisser-coller. Mais on peut toujours faire en partie code. La dernière étape de l'architecture web, c'est la partie interactivité. L'interactivité, c'est on est dedans. Le concept, c'est que maintenant, on n'a plus la notion de page statique, on n'a plus la notion de créer à la volée, on a plus une notion maintenant de homme-machine. C'est-à-dire que vous allez prendre votre environnement, vos applications, l'architecture, quel que soit le modèle, quelle que soit la conception, eh bien vous allez, par des glissés, par des clics, par une interface, directement concevoir vos applications. Vous allez concevoir directement vos environnements, vos architectures virtuelles. Plus besoin de se déplacer, d'ouvrir leur machine, sortir un tournevis pour pouvoir démonter un disque dur ou un produit quel que soit. Bien sûr, tout ceci, c'est un traitement par l'eau, c'est-à-dire qu'on est obligé d'interagir. Ces interactions, elles sont multiples. Et lorsqu'on parle de multiples, c'est le multitâche. C'est-à-dire qu'on fait de l'applicatif en parallèle. Et le mode parallèle, c'est quelque chose qui est de plus en plus interactif. Parce qu'il faut penser que vous avez des applications qui sont aussi bien pour desktop, ordinateur de bureau, mais il faut penser
aux ordinateurs portables, aux tablettes, aux smartphones, etc. Et même, pourquoi pas, les objets connectés. Côté client, bien, pour que ça fonctionne, il vous faut aussi un navigateur moderne. Et puis, bien entendu, on va parler plus d'interaction. Et on va plus s'orienter, par exemple, sur la conférence de tout à l'heure, sur l'appel à des web services, des microservices liés à tout ce qui est interactif. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'amuser à recharger une page complète, on va juste recharger un morceau. C'est pour ça qu'on est depuis de nombreuses années sur du Web 2.0. De plus en plus, certaines personnes parlent de Web 3.0, mais on en est encore très très loin de cette notion. Pour l'instant, on est encore dans le cycle du Web 2.0 qui commence à être utilisé un peu partout. Et le web, en général, c'est quelque chose d'important. Donc, je vous l'ai remis en graphique pour simplifier tout ce qui est communication. Mais tout ceci, vous l'aurez demain lors de la publication des slides. Le futur, parce que là, on a parlé d'aujourd'hui, le passé, et le futur, c'est maintenant. C'est-à-dire que les technologies que vous connaissez à l'heure d'aujourd'hui, que vous apprenez tous les jours, ou que vous avez appris, le modèle MVC, cette notion de modèle MVC n'existera plus. Si, ça existera encore. Ceux qui vont développer pur côté bac. Parce que le modèle MVC, étant donné que le modèle MVC, ceux qui développent du côté serveur, vont coder d'une certaine manière. Le seul truc, c'est que maintenant, lorsqu'on envoie des données chez le client, le modèle MVC n'existe plus. Parce que le modèle MVC, il faut qu'il soit embarqué sur le serveur. Et là, on prend un morceau du serveur qu'on envoie chez le client, directement chez l'ordinateur de l'utilisateur. C'est pour ça que le modèle MVC d'aujourd'hui n'existera plus, ou sous une autre forme. C'est pour ça que je vous ai mis une petite étoile. Parce que il faut penser que maintenant, c'est applicatif. Et lorsqu'on parle applicatif, les applications vont être emmenées. C'est pour ça que le C qui correspond au client, c'est directement le client, le produit du client, qui sert de MVC. Et puis aussi, il faut penser que l'open source va se greffer aussi sur les internets. Je vous rassure, ce n'est pas une faute. Parce qu'il faut penser que maintenant, c'est les internets. On n'est plus sur un seul internet, on n'est plus sur un seul réseau web. C'est les internets, parce que, comme vous pouvez le voir, il y a différents moyens de communiquer, différents moyens d'échanger des valeurs, d'échanger des données, et bien entendu de communiquer avec des datas. En parlant de data, il faut penser que lorsqu'on communique de l'information, lorsqu'on communique avec des gros volumes, il faut penser à l'hébergement, à la virtualisation, à l'auto-hébergement, et pourquoi pas aussi traiter tout ce qui est les datas. C'est pour ça que je vous ai mis MariaDB, qui est la base de données assez moderne, évolutive, puisque c'est une fondation qui propose cette solution alternative. Et vous allez pouvoir répondre à tout ce qui est problématique de charge et transfert de données. Pourquoi on parle de tout ça? Parce qu'on va voir ça tout à l'heure. Tout d'abord, il vous faut penser à une architecture solide. Lorsqu'on parle d'open source, il faut passer à une architecture. Donc, quel que soit le mode d'architecture que vous allez choisir, il vous faut un cloud, du nuage, du stockage, de l'hébergement, du dédié, de tout ce que vous voulez. Vous pouvez aussi manipuler du cluster, tout ça en open source, faire des grappes fermées, faire des ordinateurs, faire des réseaux, des micro-réseaux dans des VM dans des machines virtuelles, etc. Donc, il est facilement paramétrable, configurable, d'avoir une architecture assez solide. Et puis, bien entendu, il faut encapsuler tout ça par des conteneurs. Le conteneur est important. Là, je vous ai mis quelques solutions open source, pure open source, mais il en existe beaucoup d'autres, je vous rassure. Après avoir une architecture solide, il vous faut un back, c'est-à-dire quelque chose qui va stocker votre application pour pouvoir la partager. Et là, on va aussi rester dans l'open source. C'est-à-dire qu'il vous faut une structure minimum. Cette structure, elle va envoyer juste les données. Fini le temps où que vous allez envoyer les pages complètes. Fini le temps où que vous allez envoyer des tonnes d'images, tonnes de données, tonnes d'environnements de CSS, JavaScript à travers le web, puisque c'est le client qui va stocker tout ceci, ou en cache, etc. Donc, il faut juste envoyer les données. Et c'est pour ça que le jeu de données, les datas, c'est important. Et aussi, il faut penser que lorsque vous êtes dans le back-office, les applications
ça coûte. Même que au début, si on ne s'en sert pas, ça ne coûte pas. Mais si ça coûte, ça veut dire qu'il faut envoyer un minimum d'informations pour pouvoir traiter la donnée. Donc ça ne sert à rien de demander à l'utilisateur si on peut accéder à son carnet d'adresses alors qu'on propose une application de géolocalisation ou une autre application, parce que ce sont des données qui vont nous coûter de l'argent, parce qu'ils vont utiliser du réseau. C'est pour ça qu'il faut bien cadrer votre application lorsqu'on fait de la communication ou du stockage ou de l'envoi ou du suivi de données. Et il faut aussi penser à tout ce qui est montée de charge, les problèmes de performance, parce que c'est toujours désastreux si vous, dans votre téléphone, que vous l'allumez et qu'il faut attendre 3 minutes, ou même plus ou moins, pour avoir le résultat de voulu. Donc c'est désastreux. Donc tout ceci, il faut penser à tout cela. Beaucoup de solutions à paramétrer. L'open source aussi embarque le front. Le front, c'est aussi une autre problématique. Lorsqu'on parle de front, eh bien, c'est ce qui est visible, l'embarqué, le client. Et bien souvent, le front, on amène du web service. Le web service est là pour pouvoir communiquer avec le back-office. Ça ne sert à rien de solliciter le back-office pour télécharger des tonnes de données. Là, avec le web service, eh bien, vous pouvez directement appeler la fonctionnalité, le paramétrage de votre choix. Il faut bien entendu que le client soit léger. Si vous avez un client lourd, eh bien, ce n'est pas bon du tout, parce que vous allez aussi perdre des utilisateurs. Il faut penser aussi à rester toujours synthétique. Ça ne sert à rien de mettre de la 3D sur une application bureautique. Ça va prendre de la ressource graphique, ça va prendre de la ressource processeur. Ça ira bien pour votre ordinateur de bureau, mais pas du tout pour un autre produit. Donc il faut penser à tout cela. Il faut penser aussi à tout ce qui est manipulation. Et tout cela, c'est lié à l'open source. On peut le faire en open source facilement. Manipuler les cookies, on peut manipuler du cache. On peut faire tout plein de choses liées à des solutions open source. Bien entendu, ça pose une réflexion. C'est un changement de comportement. Peut-être que vous n'avez peut-être pas pensé. Moi, je suis baigné dedans, donc j'y ai pensé. C'est que la notion d'OS, de système d'exploitation que l'on connaît aujourd'hui, eh bien, va disparaître. Je vous rassure, elle existera toujours, parce que c'est nécessaire d'avoir un OS. Mais le système d'exploitation, c'est un Linux, c'est un macOS, c'est un Windows. Donc tous ces OS, ils resteront, ils vont muter par contre. Mais lorsque vous allez prendre un ordinateur et vous allez dire « j'ai installé mon OS », cette notion-là va disparaître, puisque tout est virtualisé. Le grand gagnant, eh bien, c'est le navigateur. C'est-à-dire que le navigateur, lorsqu'on parle de web, d'open source, tout passe par une interface. Et lorsqu'on parle par une interface, on n'a plus la notion d'OS, de système d'exploitation, puisqu'il faut un navigateur pour pouvoir se connecter. Et quels que soient vos produits dans vos mains, entre le téléphone, tablette, etc., eh bien, vous allez passer par un navigateur pour pouvoir utiliser l'application. C'est pour ça que la notion d'OS est en train de changer. Alors pourquoi on fait ce changement? Parce que de plus en plus, vous avez de la bureautique. La bureautique, avec, je vous ai listé quelques petits programmes pure open source, disponibles à travers un navigateur, quel que soit le navigateur. Et donc, comme vous pouvez le voir, lorsqu'on parle de gestionnaire de contenu, de bureautique, de vente en ligne, de jeu, de dessin, de CAO, toute la notion de logiciel propriétaire qui était lié à un système d'exploitation, tout ceci est emmené à travers le web. Ces solutions restent toujours propriétaires, je vous rassure. Mais il existe aussi des solutions open source. Et toutes ces solutions, eh bien, vous allez tout passer par le navigateur. Là, je vous ai rien listé. Ouais, j'aurais pu vous mettre quelques noms. Mais bon, en faisant une petite recherche, je vais vous laisser faire le travail. Vous avez largement le choix de pouvoir trouver les applications qui vont vous intéresser à travers le navigateur. Si ce n'est pas le navigateur du bureautique, c'est le navigateur de votre tablette ou de votre smartphone. Donc, quand on parle vraiment d'open source, l'open source dans l'architecture web, eh bien, il y a une solution. La solution, c'est que, tout d'abord, l'open source, c'est surtout libre.
vous avez accès au code source. Lorsqu'on parle de code source, eh ben, vous savez quelles sont les lignes de commande, quelles sont les fonctionnalités disponibles que vous pouvez contribuer. Tout le monde peut bien sûr contribuer. Il faut avoir une certaine compétence, parce que souvent les langages ou les technologies utilisées sont bas niveau. Du C, du C++, d'autres technologies à Java, du Rust, du Go, etc. Vous avez accès au code, ou du PHP, ou du script, etc. Donc vous pouvez intervenir dedans. Il faut avoir bien sûr les connaissances techniques. Mais l'open source, c'est ça. Vous pouvez accéder à ce code. Bien sûr, ça se traduit, lorsqu'on parle d'open source, par un niveau humain, par un niveau machine, et puis bien entendu, une relation des deux. Lorsqu'on parle d'humain, l'open source, souvent s'appuie sur des fondations. Je vous en ai listé quelques-unes, quelques fondations, où dedans, vous pouvez contribuer par rapport à une autre société qui, elle, sera propriétaire de son code. Ça veut dire qu'il ne va pas l'ouvrir. Lorsqu'on parle de code, eh bien, un être humain, que vous comme moi, vous pouvez contribuer. Comme moi, je peux contribuer sur certaines fondations, pas toutes que j'ai listées, mais quelques-unes. Parce que les technologies sont libres, n'importe qui, n'importe quel acteur, n'importe quelle société peut participer dedans, à contrario d'une société où le code est verrouillé, ce qui appartient à, on va dire, quel code fermé. Bien entendu, c'est bien d'avoir de l'aide mondiale, mais il faut penser aussi aux machines. Donc lorsqu'on parle de machines, il faut penser que quel que soit le produit, quel que soit le matériel, hardware, là je vous ai mis quelques produits électroménagers, un ordinateur open source, ça c'est un Raspberry Pi, différents environnements que vous allez voir tout à l'heure. Eh bien, tout ceci, ce sont des solutions qui sont propriétaires, mais lorsqu'une société qui veut produire, qui veut lancer un nouveau produit, va directement concevoir son produit hardware, c'est pour ça que je vous ai mis des électroménagers, mais s'il veut emmener de la technologie dedans, il va s'orienter sur une technologie open source, parce que c'est une technologie qui est reconnue, mondiale, et que n'importe qui peut contribuer. Ça évite de refaire la roue. Parce que lorsqu'on parle de refaire la roue, ça veut dire on recommence ce qu'on faisait il y a déjà 50 ans. C'est pas la peine, puisque ça existe déjà. Ce qui veut dire que notre produit, il pourra directement être connecté à tout ce qui est une architecture web, faire de l'interaction. Et lorsqu'on parle d'interaction, eh bien, il faut penser à des technologies, à la communication entre vos actions, ce que vous avez dans vos mains, et la machine, virtuelle ou physique. C'est-à-dire qu'il y a des protocoles, il y a des normes. Là, je vous en ai listé quelques-unes. C'est-à-dire que, quelle que soit votre application, votre apps, votre utilisation de la donnée, eh bien, il y a des protocoles qui permettent de pouvoir solliciter sans besoin de trop consommer de données. Et lorsqu'on parle de consommation de données, c'est ça que l'open source ne peut pas mesurer, puisque la donnée, c'est quelque chose qu'il faut quand même financer. C'est pour ça que l'open source propose du REST, du JSON, il y a aussi les service workers, etc., etc. Donc ce sont des solutions vraiment pure open source, avec des technologies d'aujourd'hui, mais qui seront de plus en plus présentes dès demain. Parce que lorsque vous voulez communiquer entre différentes applications, vous allez communiquer en REST, en JSON. Tout ceci, c'est important. Et oui. Il y a aussi la sécurité. Parce que là, on a parlé d'open source, mais l'open source aussi touche la sécurité. Et la sécurité, pour l'instant, vos applications, vous les trouvez magnifiques, vous les trouvez merveilleuses. Les technologies open source sont superbes. Le seul truc, c'est que qui dit code ouvert dit on laisse la porte à la sécurité aux acteurs malveillants, aux acteurs qui ont plus ou moins des bonnes intentions. Mais par contre, certains qui regardent le code apportent des solutions, comme là, ici, OWASP, qui sont là pour fournir un niveau de sécurité ou alerter ou proposer exactement des solutions qui sont là pour vous aider à corriger vos failles de sécurité. Parce que c'est bien d'avoir des nouvelles architectures, c'est bien d'avoir des nouvelles technologies, mais lorsqu'on parle de sécurité, eh bien, quelle que soit l'utilisation du web, des internets, il faut penser que la sécurité, c'est aussi un autre secteur important.
de la vie de tous les jours. Comme vous pouvez le voir, l'open source, c'est vraiment quelque chose de très important. Vous allez voir toute l'après-midi des solutions liées à l'architecture, liées à des solutions ouvertes, liées à des solutions même fermées. Mais toutes ces solutions vont s'appuyer sur des technologies open source. Quel que soit le langage, quel que soit l'outil, quelle que soit la solution, il faudra penser que vous avez la possibilité de pouvoir participer et contribuer. Ce qui vous permettra, dès demain, de pouvoir ouvrir de nouveaux marchés, découvrir aussi d'autres univers. Et là, vous ne serez plus limité à une écoute locale, mais une écoute mondiale. Puisque lorsqu'on parle de fondation ou d'open source, eh bien, c'est mondial, n'importe qui peut contribuer. Donc vous allez pouvoir trouver, de jour comme de nuit, de l'aide pour répondre à votre attente. Et je vous remercie pour cette écoute. Bien entendu, je reste là toute la journée pour pouvoir répondre à vos questions tout à l'heure. Merci. Merci Christophe. Écoutez, ceci clôt la première plénière. Donc, ceux qui veulent rester en amphi, on va avoir la suite de ce que Nutanix, avec Sylvain, a présenté il y a quelques minutes. Donc, ce sera ici. Et dans la salle 2, donc à côté du point café, ce sera comment on déploie une plateforme DevOps dans le cloud Azure. Voilà, donc c'est une durée de 45 minutes chaque session. Et ensuite, c'est la pause et les quickies. Alors, avant que vous splittez entre les deux salles, une petite question rapide, quand même, qu'on s'amuse un peu. À quelle catégorie de langage Haskell fait partie? Qui a répondu? Ouais, fonctionnel. Voilà. Et allez, une dernière question. Dans la dernière image de la saison 3 de Dalt and Cachefire, quel ordinateur on voit? La dernière image, dernière seconde, dernier épisode de la 3e saison. Non. 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 Réfléchissez, on est au début du web. Non. Et le web a été inventé sur quelle machine? Non. Non. Bien joué. Ouais, Nextcube. Bravo. Merci pour cette plénière. Donc ceux qui veulent splitter salle 2, c'est à côté. Et ceux qui sont vissés ici, restent ici.